Alors, je me présente, je m'appelle Lisa Benisti, je suis intervenante en santé mentale à l'organisme Prise 2 et membre de l'Alliance de recherche Université, Communauté, Santé mentale, Citoyenneté. C'est en fait dans le contexte de la RUC que vous est présenté ce matin cet atelier. La RUC, au cours des 5 dernières années, a porté une attention toute particulière aux pratiques qui se fondent sur l'écoute de l'expérience des personnes. Cette écoute de l'expérience, mais aussi l'éclairage que peut nous amener l'expérience des personnes pour les pratiques, pour l'organisation des services et aussi pour les professionnels qui travaillent avec eux. Alors aujourd'hui, on a différentes personnes qui vont vous parler de leurs pratiques ou de comment ils sont allés chercher l'expérience des personnes et qu'est-ce qu'ils ont pu faire avec cette expérience-là, cet éclairage-là. Ils parleront pendant une dizaine de minutes chacun, 10 à 12 minutes. On va essayer de garder le temps pour pouvoir ensuite avoir une période de discussion où on pourra prendre des questions dans la salle. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter Mireille Saint-Onge et Jean-Nicolas Ouellette. Mireille Saint-Onge est professeure à l'Université de Laval en service social. Merci. Alors, nous allons vous présenter aujourd'hui, Jean-Nicolas et moi, une recherche qui s'est déroulée à Camé, mais qui s'est déroulée aussi avec deux autres groupes, Prise 2 et le Traversier de Trois-Rivières, pour qu'on s'intéresse à l'implantation des groupes pour les personnes qui entendent des voix, mais aussi de vérifier, d'évaluer comment le groupe peut être bénéfique pour les personnes qui entendent des voix. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, là, je vais faire une très brève introduction sur les objectifs de la recherche qui s'appelait Une voie vers la participation citoyenne. La phase 1, qui a été apprivoiser ses voix à Camé, Jean-Nicolas va vous en parler. Ensuite, moi, je vais vous parler des effets bénéfiques de la participation au groupe. Et la phase 2, on a rencontré des intervenants, donc on parle des défis de l'implantation. Je vais traiter des défis de l'implantation. Jean-Nicolas va vous traiter des facteurs gagnants et du maintien du groupe, mais aussi peut-être des facteurs gagnants pour l'implanter, mais aussi pour qu'il se maintienne. Donc, les objectifs de la recherche, dans le fond, ce qu'on a fait pour connaître le point de vue des personnes, on a fait un produit différent. On a produit un DVD qui est tout frais. Donc, on a tourné à Camé une rencontre de groupe. Le groupe s'appelle Apprivoiser les voix. Donc, ça a été notre façon. C'est sûr qu'on va faire un rapport de recherche, mais aussi on a fait un tournage. Donc, c'est particulier. Et pour la phase 2, pour connaître le point de vue des intervenants, on a aussi fait un tournage avec 3 groupes qui ont monté des groupes pour les entendeurs de voix. Donc, il y a Prise 2, dont Lisa est aussi membre. Il y a Jean-Nicolas et quelqu'un qui anime le groupe, Lucie, qui était là, ainsi que le Traversier de Trois-Rivières. Alors, ce qui est particulier pour le Traversier, c'est que c'est une personne qui entend des voix qui a démarré le groupe. Et on va vous parler tout à l'heure dans les facteurs gagnants. C'est un élément qui est important. Donc, je laisse la parole à Jean-Nicolas pour parler de l'aspect de la rencontre de groupe. Alors, bien, bonjour. Alors, chez nous, on a démarré ce groupe-là parce qu'en individuel, avec les personnes qui nous parlaient, il restait des voix, malgré qu'ils prenaient une médication, malgré qu'ils la respectaient scrupuleusement. Certains étaient même sous ordre de cours et l'avaient par injection. Et pourtant, les voix étaient là. Mais que les voix, on les entende ou qu'elles se soient tues, qu'elles se soient éteintes, reste toujours pour les gens la nécessité, le besoin très fort de faire sens de ce qui est arrivé. Camé est un groupe à Montréal-Nord et parmi les gens qui nous parlaient du fait qu'ils entendaient des voix, il y a des gens d'origine, bien sûr, francophone québécoise, judéo-chrétienne, mais nous avons des gens d'origine italienne, des gens aussi d'origine haïtienne. Donc, la culture, les voix sont marquées par la culture des gens. Les principaux thèmes abordés dans une rencontre typique que l'on fait à Camé, d'entrée de jeu, les gens vont commencer à parler
Donc, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans la semaine par rapport aux voix? Okay? On leur transmet des stratégies. Alors, comment ça a été avec les stratégies? Est-ce qu'elles ont fonctionné? Parce qu'il y a des façons de faire, bon, l'essayer 3 semaines avant d'en changer, bon, ou les combiner, etc. Et la deuxième partie qui est là, c'est, bon, ça veut dire quoi pour toi tes voix? Okay? Alors, on a des gens d'origine haïtienne pour qui il y a la marque du vaudou dans le système d'explication. Un sort qui a été jeté, quelque chose de l'ordre de la fatalité. Pour d'autres, c'est des extraterrestres loin qui leur parlent. Et tout ça, bref, est dans la même pièce et fonctionne très bien. Parce que les gens ont des motivations ensemble qui sont, vous voyez, projetées et qui sont très fortes. La motivation à prendre part au groupe, c'est de prendre part à un groupe. D'abord, je ne suis pas seul à vivre ça. Il s'agit d'une expérience limite, entendre des voix, par rapport à, si on compare ça à la dépression, à des choses comme ça. OK? Dans les médias, vous entendez, j'ai même entendu il y a quelques semaines encore Paul Arcand dire « Ah ben en voilà un autre que ses voix l'ont envoyé tuer quelqu'un ». L'image d'entendre les voix, c'est très puissant. Là. Donc, juste la première ligne, la motivation, c'est prendre part au groupe. Il y en a d'autres comme moi. C'est désaliénant. Mais c'est de trouver des stratégies pour accepter les voix, comprendre l'information sur le phénomène, briser l'isolement. On est extrêmement isolé. Quand les voix passent un temps, des heures de temps, quand les gens, j'en ai une qui, lorsqu'elle attend l'autobus, la voix peut pendant, si elle attend l'autobus 10 minutes, pendant 10 minutes, dans son oreille, on lui dit, quand elle arrive, crisse-toi devant, ça ne vaut pas la peine que tu vis. Tu ne vaux rien. C'est ce qu'elle entend quand elle prend l'autobus. Alors, elle n'est pas au colloque aujourd'hui, vous avez compris. Hein? Parce qu'en plus, il y a le métro à prendre. Et ça, c'est assez fatal. Donc, elle reste chez elle. Mais elle vient au groupe à pied. Elle marche 1 kilomètre, presque 2. Elle vient au groupe à pied, puis elle retourne. Parce que ça lui fait du bien. Bon. C'est briser l'isolement là-dessus, l'extraordinaire silence qui est là. Et je vous dirais, je reçois les feuilles qu'on m'a faites. Oui, hein? C'est comprendre ce qui est les relations avec leur voix. OK? Trouver des stratégies parce qu'il y en a. Ça porte espoir. Savoir qu'il y en a au moins 25 et même encore plus. Elles ne vont pas nécessairement les faire taire, mais elles vont avoir du contrôle sur elles. Comprendre donc. Et ça a un impact extraordinaire pour remettre les gens en action. Parce que comme le silence élevé, la désaliénation est effective, les gens peuvent s'investir. Nous, c'est un groupe d'entraide, donc on essaie de faire en sorte qu'ils s'impliquent dans le groupe. C'est un groupe d'entraide, donc on veut que les gens d'aider deviennent aidants. Okay? On a parlé tout à l'heure de l'animatrice Lucie. Lucie travaille en ce moment. Okay? Elle est de retour au travail. Elle a été 4 ans arrêtée. Elle a travaillé une 20aine d'années. Elle a élevé ses enfants. Les voix ont fait en sorte qu'elle a été 6 ans retirée du marché du travail. Puis une combinaison de la gamme, d'apprivoiser les voix, de s'impliquer à l'accueil de Camé, a fait en sorte que là, elle s'est dit, bon, elle était capable de retourner au travail, malgré des voix qui étaient très fortes. C'est une personne dont les voix avaient fait en sorte qu'elle s'était jetée en bas du balcon du 2e étage. On n'est pas dans la petite voix. C'est pas le grésillement d'une bouilloire, c'est pas de la couffaine dont on parle. Hein? Et c'est ça, c'est important de faire en sorte que les gens puissent se remettre en action. Puis, donc, ils en tirent un bienfait énorme grâce à ça. Donc, c'est pas les premières recherches qu'on fait. On avait réalisé des recherches avec le PAVOA, qui est un des premiers groupes, premier organisme communautaire qui a démarré un tel groupe. Alors, on avait fait des recherches évaluatives dans les premiers groupes qui ont été réalisés. Et on avait fait une analyse des facteurs thérapeutiques qui ressortent d'une technique de groupe, de fait d'utiliser les modalités de groupe. Il y a des facteurs thérapeutiques et on les trouve, 7 facteurs thérapeutiques. On a trouvé les mêmes facteurs thérapeutiques aussi à la suite de l'analyse qu'on a fait de l'entrevue de groupe avec les personnes à Camé. Donc, ces facteurs-là, je vais vous en parler brièvement. On parle de la discussion de sujet tabou. Je pense que Jean-Nicolas l'a bien fait relever. Hein, c'est sûr que ça donne un contexte où ce qui est très mal perçu socialement, on peut en parler ensemble. Hein, ça donne une occasion vraiment
parler de ces sujets-là. Il y a aussi ce qu'on appelle l'universalisation de l'expérience. Alors, on constate que d'autres personnes vivent la même chose que nous, parce que, comme Jean-Nicolas disait tout à l'heure, un des éléments, des motivations à aller au groupe, c'est de briser l'isolement, parce que les personnes pensent aussi qu'elles sont seules à vivre le phénomène. Donc, lorsqu'elles sont ensemble dans un groupe, bien là, elles réalisent on n'est pas seul. Le sentiment d'appartenance, hein, on l'a encore mentionné dans les impacts, c'est qu'on crée des liens d'amitié, on crée une famille, c'est comme une famille, c'est ça que j'avais à un moment donné, le dernier mot du DVD, c'est comme chez ma famille. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le partage d'informations, bien sûr, on parle de différentes stratégies. Et ce qui est intéressant, c'est que les uns les autres s'apprennent des stratégies. Bon, moi, j'ai essayé ça cette semaine, ça a fonctionné, tu peux l'essayer, etc. Ensuite, il y a l'espoir, hein, l'espoir qu'on va s'en sortir, ou l'espoir aussi, c'est pas juste de dire qu'on va sortir de l'expérience. Je pense que beaucoup de personnes souhaitent plutôt, dans les motivations, Jean-Nicolas n'a pas parlé, mais d'accepter leur voix, hein, de faire en sorte que les stratégies qu'elles apprennent vont faire en sorte qu'elles vont accepter l'expérience. Et c'est le cœur, de toute façon, des recherches qui se font avec le professeur Rome en Hollande. La révélation de soi, c'est à ce moment-là, c'est d'être réunis en groupe. Bien là, ça permet de partager un vécu similaire, mais aussi de dire, bon, on parle ensemble, pas nécessairement avec d'autres personnes. C'est sûr que le groupe fait un fort sentiment d'appartenance, mais d'en parler des fois à l'extérieur, c'est peut-être un peu plus difficile. Par contre, ce qu'on a vu à Camé, j'ai trouvé beaucoup plus d'ouverture que ce que j'avais vu auparavant. À parler, il y en a qui ont parlé à leur famille, qui ont dit, on avait tellement peur, on cachait ça, puis lorsqu'on en a parlé, un accueil extraordinaire. Donc ça, c'est un apprentissage, et c'est peut-être aussi l'idée du par époux, on a vu quand même d'importantes différences. Et effectivement, la déstigmatisation. Donc ça, c'est les effets, les facteurs thérapeutiques, mais ce qu'on a découvert aussi en parlant avec les intervenants, c'est sûr qu'il faut aller plus loin. Ça, c'est le groupe, c'est les effets bénéfiques du groupe, mais lorsqu'on arrive à parler des contenus, des voix et tout le phénomène, par exemple, ce qu'on appelle la subordination aux voix, la théorie du rang social, là, je suis en train d'écrire là-dessus un petit livre qui va servir justement aux intervenants ou aux personnes. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin. Donc, il faut avoir des approches complémentaires, à mon avis. Donc, je vais laisser la parole. On a juste 2 minutes. Alors, voici les défis. Je fais pas. Ah oui, c'est moi qui fais le début. Donc, les défis de l'implantation, comme je vous disais, on a rencontré 6 intervenants pour nous parler justement des défis. La reconnaissance de la pratique, c'était pas égal. Il y a un groupe qui disait, bon, ben on est reconnu, les psychiatres même nous envoient des personnes. Et d'autres, ben c'était un défi important parce que c'est une méconnaissance du service et du service en général des organismes communautaires par le réseau public. Donc, ça, c'était un défi majeur. L'autre défi, c'était, excusez-moi, l'inscription au groupe. Dans 2 groupes, il n'y avait pas grand monde au début. On pense que c'est relié à la honte, parce que même l'intervenant disait, à l'intérieur de notre groupe même, c'est stigmatisé. Et la différence dans un autre groupe, ils ont eu 0 problème parce que ça a été démarré par une personne qui entend des voix. Et non seulement qu'ils n'ont pas eu de problème, ils sont rendus à leur 3e groupe. Donc, le jour où il y a eu une personne qui a fait un témoignage, elle a fait lever les inscriptions. Et enfin, le financement, c'est en effet, il faut avoir quelqu'un qui tienne le groupe. Hein. Mais dans les facteurs gagnants, je reprends ce qui vient juste d'être dit, avoir une personne qui vient en témoigner. L'auto-stigmatisation. Une chose qu'on a appris à Camé de ça, on a des groupes qui s'appellent « Vaincre la dépression »,« Maîtriser son anxiété ». Puis là, on avait un groupe qui s'appelait « Écouter ses voix », quasiment apprivoiser ses voix. Tout commençait par aller de manière conquérante, éliminer un problème, et là, c'était comme passif. Et en plus, au lieu de nommer une action gagnante, on nommait un symptôme, entendre des voix. Donc, quand on a fait venir quelqu'un, ça a tout changé.
lentement, là, ça a craquelé, ce mur-là, puis il s'est effrité. Et là, on a une quinzaine de personnes touchées par ça. Le témoignage d'une personne directement concernée par le phénomène ouvre des portes extraordinaires parce que c'est l'exemple du courage. La modalité du groupe comme tel, c'est important parce que le groupe, il est là, ils se disent des choses, je n'ai même pas dit 1/10 de 1% de ce que les gens entendent. Hein? J'en ai une qui a la joie aujourd'hui d'être grand-mère. Pendant 2 ans, elle n'a jamais touché à ses petits-enfants. Les voix lui disaient des poignardés. Des choses comme ça. Là. Et là, elle a pu redevenir grand-mère grâce aux stratégies. Ça a pris 1 an. OK? Puis pour elle, c'est le bonheur de sa vie. Mais elle entend encore des voix. Mais c'est le bonheur, ça. Et le groupe l'a soutenu pendant les rencontres, mais entre les rencontres. OK? Et bien sûr, toutes les valeurs que l'on met de l'avant, qui sont axées sur l'appropriation du pouvoir, l'exercice de sa citoyenneté, on est vraiment là et on prend part à ce groupe-là. On y a sa place. Oh oui, OK. Oui, excusez-moi. En 30 secondes, je vous dirais, ça a été une superbe expérience de participer à ces rencontres de groupe-là pour faire le bilan. Il y a une chose, moi, que je retiens et que je trouve extraordinaire dans cette activité-là, la fierté que les gens ont après avoir eu un quart de siècle de honte chez certains, 10 ans chez d'autres, la fierté de participer à une recherche en sciences sociales à titre d'expert et non pas de victime. Ce qui a fait prendre la parole leur a fait du bien. Mais le respect de l'écoute leur a fait encore, malgré tout ce qu'ils vivent, leur a fait encore plus de bien. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous proposer d'enlever ou de mettre vos écouteurs. Je vais vous présenter Alberto Giovanni Diaz, qui est professeur à la faculté de psychologie de l'Université nationale de Rosario, en Argentine. Oi, bom dia. Alors, bonjour. Obrigado pelo convite. Merci de m'avoir invité. Tudo pedir desculpa por causa do PowerPoint estar em português. Je m'excuse, le PowerPoint est en acho que vai dar para entender. Vous pourrez comprendre. Então, essa é parte da minha tese de doutorado, que foi parte de uma pesquisa maior. E como está falando aí nesse primeiro slide, a minha orientadora, a diretora de tese foi a professora Rosana Onoco. Esse foi o título da minha tese, Atenção à Crise em Saúde Mental e Clínica, Planejamento e Gestão. Então, para ser breve na primeira parte introdutória. Pour être bref, la bibliographie de tout le monde. Alors, il y a une série de questions par rapport à la crise. Alors, cette bibliographie parle de la crise est à la porte d'entrée dans un circuit psychiatrique. Alors qu'un des grands défis de la attention pour la crise est d'avoir une hospitalité intégrale, nocturne, un accueil nocturne et les 25 heures de la journée. Alors, il y a aussi le préjugé, c'est toujours, la bibliographie à la crise est associée à des questions de danger et bien souvent, c'est la cause de la personne, de l'hospitalisation de la personne. Au Brésil, particulièrement dans cette recherche, c'est un peu un paradoxe. La vie en commun avec 2 modèles d'attention qui est encore l'hôpital psychiatrique et l'autre qui va substituer ce modèle. Et l'un des principaux services de ce modèle est le centre d'attention psychosociale. Donc, et le dernier, c'est la bibliographie plus locale au Brésil. C'est un grand défi, qualifier l'attention à la crise et l'utilisation des lits qui existent dans les CAPS 3. Ce sont les centres de l'attention psychosociale de type 3. Ils sont les seuls qui marchent 24 heures par jour et ils ont 20 lits pour avoir un accueil nocturne.
Alors, l'objectif général, c'est de contribuer à la planification et la gestion de réseaux de services de santé mentale à partir de l'étude de l'expérience subjective de la crise en personnes diagnostiquées avec des troubles de spectre schizophrénique. Alors, les objectifs spécifiques, analyser les conceptions et modalités d'intervention dans la crise des principales traditions qui composent le domaine de la santé mentale au Brésil, connaître l'expérience subjective de la crise en personnes diagnostiquées en trastorn schizophrénique, identifier des expériences, contributions pour la planification, la gestion et le soutien clinique des services publics de santé mentale chargés de donner la réponse à contribuer à la construction d'une conception dynamique et historique d'intervention de la crise en santé mentale. Alors, j'ai pas le temps de parler doucement. Alors, je vais parler plus lentement. Alors, les références théoriques et méthodologiques, la recherche qualitative est inscrite dans un paradigme constructiviste. Alors, nous avons utilisé l'herméneutique de Gadam et la théorie narrative de Paul Ricoeur. Et les techniques de construction de l'information, nous avons le groupe, technique de groupe et de focus et participation. Alors, comme l'indication, aller le plus vite possible pour la discussion et pour les résultats, des résultats de la recherche. Je vais citer certaines citations des participations qui ont été significatives pour l'objet de notre étude. Et l'une des questions que nous avons faites dans notre groupe, c'est qu'est-ce que vous pensez que c'est la schizophrénie? Alors, évidemment, il y a eu beaucoup de réponses, mais c'est un des participants et l'autre, il va là-bas, il applique le travail pour déjà l'autre fou et faire le transit vers la religion. Changer de religion, changer de coutume, changer d'habitude. Je sentis mon corps était étrange à cause de l'interférence. Ah, ça, c'est très difficile d'en parler parce que je me sentais, et encore, je sens un poids qui descend et reflète dans ma conscience, n'est-ce pas? Alors, il reflète dans ma conscience que la personne ne se développe pas. Elle est une partie qui ne se développe plus. Alors, quand on arrive à ces parties molles ou mortes, comme ils disent, que dans la science que j'ai étudiée, il s'appelle psychanalyse, la partie mentale qui n'arrive pas à comprendre les choses. La personne entre en psychanalyse et ne comprend plus rien. Alors, la psychanalyse n'est pas un mot qui existe en portugais. Hein. Je veux le noter. Alors, l'autre question dans d'autres groupes. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une crise? Alors, c'est un extrait d'un dialogue on en a eu beaucoup dans les groupes. Alors, Reynaldo dit, alors, celui qui échappe à la dépression, qui en a eu une? On a une espèce de crise existentielle, une angoisse, un manque de joie, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors, on mange, on dort, on prend le café, on se douche, on se promène, on dîne, on s'occupe de la maison, tout ça, comme si rien n'existait. Mais on sent comme ça un manque. Et Reynaldo répond, et Reynaldo dit, oui, s'il y a quelque chose qui s'enfuit de toi, c'est la vie qui s'enfuit de toi. Et d'autres questions que nous avons relevées dans ces groupes, c'est comment les groupes se passaient dans 3 villes différentes avec la conformation avec le réseau de services entre les villes. Alors, ce que nous avons levé, c'est voir les différences entre les usagers qui sont dans certaines villes, sont accueillis dans certaines villes, substitutifs, avec des services communautaires, avec des services 24 heures et des lits pour accueillir la crise
et même le soir, et les usagers qui habitent dans des villes qui n'ont pas ces services installés. Donc, ce sont des villes qui ont des services communautaires, mais qui n'ont pas, par exemple, l'accueil nocturne et qui partagent avec les hôpitaux psychiatriques. Alors, pour voir les différences, alors voilà un des dialogues d'un des groupes dans une ville qui n'a pas ces services communautaires avec un accueil nocturne. Alors, voilà le dialogue. Saulo qui parle de l'hôpital psychiatrique. C'est vrai. Dans l'hôpital psychiatrique, ils forment des groupes avec le niveau intellectuel de chacun. On se sépare, on forme une politique, vraiment. Et Silvio répond, oui, c'est un groupe pour battre, pour l'un qui va frapper sur l'autre. Il y a un groupe qui voulait me frapper. Alors, Saulo, s'il faut se battre pour une règle, on va se battre. Alors il y a des gens fous qui vont manger des selles là-bas. On est indigné par ça. Et dans une autre ville, pourquoi? Parce que je sais que l'heure où je ne prends plus mon médicament, ma grande peur va revenir, qui est être enfermé, qui est être attaché, que personne va s'occuper de moi. Ma soeur ne va pas me voir, mes enfants non plus. Et ça, je suis encore plus désespérée. C'est pour ça que je prends mon médicament tous les jours, tous les médicaments. Je n'aime pas ça, mais je les prends. Alors, c'est intéressant de voir dans cette dernière intervention, c'est la plus grosse peur, ce n'est pas la crise en soi, mais d'être enfermé dans un hôpital psychiatrique. Et voilà tout ce qui se passerait si elle devrait revenir dans un hôpital psychiatrique. Alors, une autre question qu'on n'avait pas soulevée vraiment, mais on a vu ces questions à partir des groupes qui sont des formes que les usagers ils ont même eux-mêmes inventé pour pouvoir traiter leur propre crise. J'ai trouvé ma thérapie. Je vais aller chercher des boîtes. Même si ce n'est pas pareil, mais ça ressemble. Alors, je m'observe pour me contrôler plus et voir si ça revient, si les médicaments ne sont pas efficaces. Donc, si je peux, avant la crise, je peux demander secours au médecin. Alors, j'apprends comme ça à reconnaître la schizophrénie, voir les patients qui arrivent, qui sont encore confus et petit à petit, ils reviennent à la lucidité. Donc, c'est intéressant dans ces deux interventions. Dans la plupart des stratégies que nous avons trouvées, ils ont construit pour pouvoir traiter leur propre crise. Ces stratégies n'incluent pas la participation des travailleurs en santé mentale. Alors, en parlant de la discussion des résultats, et en rappelant les objectifs originaux par rapport aux politiques et la planification, lorsqu'il y a laissé les débats dans les groupes, un défi important qui est une aide continue et intensive avec un accueil nocturne avec des lits. L'autre question, c'est le paradoxe que nous avons mis entre le CAPS 3, les CAPS qui n'ont pas un service 24 heures et qui n'ont pas de lit pour l'accueil nocturne, et la combinaison de ça avec l'hôpital psychiatrique. Par ailleurs, nous avons aussi une question qui a à voir avec la politique. L'administration de l'État et municipale sont très autonomes. Ils peuvent ne pas suivre les règles, par exemple, de la politique nationale en santé mentale. Alors, une autre question importante, c'est valoriser l'articulation entre la lutte anti-manicomiale et la politique centrale où il y a les principales directives.
Alors voilà, nous avons pensé qu'il était nécessaire, spécifiquement l'accueil à la crise. Il y a certains pas en politique à faire dans un système d'accueil, dans la formation et pour le budget également. Alors les montres ici au Canada marchent plus vite. La gestion, les modes d'intervention, la crise est une erreur avec des conséquences irrémédiables. On a vu ça beaucoup. C'est transmettre à l'usager que la crise est une erreur et qu'il y a des conséquences irrémédiables. Les projets thérapeutiques et l'organisation de l'équipe doivent être cohérentes, l'organisation doit être flexible, la discussion, information permanente et inclure dans l'hypothèse de la crise, dans les projets thérapeutiques des usagers. Et voilà, en dernier, la clinique se partage, donc en clinique et citoyenneté, il faut articuler ces deux questions. Alors, les droits des citoyens de faire partie de la communauté, ce n'est pas la même chose. Une harmonie polyphonique et offrir un soutien à la crise. Alors, le lien et le traitement, bon, voilà. Alors, il est très important d'investir dans l'histoire et l'expérience des usagers parce qu'il n'est déjà plus personne sinon. Merci. Merci. Maintenant, je vais vous présenter Herotildes Maria-Leal, qui est psychiatre, professeur à la Faculté de médecine à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, au Brésil. Bonjour. Bonjour. C'est un bonheur d'être ici avec vous pour présenter ce travail c'était un travail axe de Haruki Brésil et je vais mettre une pesquise avec professeur Otávio qui s'est fait en 3 grands centres au Brésil. Donc, cette découpe que je vais présenter maintenant va vous amener la perspective du psychiatre et de l'usager par rapport à le diagnostic et le prognostic. Alors, je pensais dans ces 10 minutes suivre ce scénario. Donc, quelle est cette recherche? Quel est le contexte pour celui qui ne connaît pas? Qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on a cherché à savoir dans cette recherche? Quelles sont les personnes qui ont pris part à cette étude? Comment elle a été organisée? Quel est le point de vue des usagers sur le diagnostic et le prognostic vu dans cette recherche des psychiatres et une réflexion très brève sur les résultats. Alors, cette recherche, c'est du point de vue de psychiatres et de l'usager sur le diagnostic et le prognostic, est partie d'une plus grosse recherche qui a été une recherche réalisée dans ces 3 villes. J'ai mis dans ces 3 villes, ce sont 3 grandes villes au Brésil, dans les centres communautaires de santé mentale qui sont des services publics d'attention psychiatrique où il y a une équipe multiprofessionnelle avec des psychiatres, psychologues, thérapeutes occupationnels. Et il veut relever le défi suivant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit l'attention dans ces centres qui essayent de se séparer avec les soins qui sont donnés dans l'hôpital psychiatrique. Alors, on vous montre là comment les services se sont amplifiés. Les points bleus montrent la croissance de ces services communautaires. Et alors, comment est-ce qu'on fait cette pratique dans ces services communautaires à partir de ces 2 acteurs présents dans ce scénario? Alors, ces services, ils ont certains défis à surmonter, c'est-à-dire surmonter la stigmatisation, aider les personnes à traiter les symptômes
et construire une autonomie et construire un sens à leur vie. Donc, ces services existent déjà depuis 2002 et nous avons considéré que l'un des défis aujourd'hui c'est aller au-delà de traiter les symptômes. Comment est-ce qu'on peut intégrer au traitement les différents les éléments qui construisent la vie de toutes les personnes, le loisir, les droits, le travail, le logement. Alors, la question centrale de la recherche est-ce que la connaissance du psychiatre, c'est intéressant de penser, je suis psychiatre, le coordinateur est un psychiatre, donc nous sommes intéressés à penser comment est-ce que nous allons mieux parler avec les gens que nous traitons. Comment est-ce qu'on pourrait, à partir d'une description de l'extérieur qui est faite avec une tradition psychopathologie descriptive, comment est-ce que nous pourrions parler aux gens qui ont une schizophrénie, diagnostic schizophrénique? Donc, alors, il y avait 9 psychiatres et 18 usagers. Les psychiatres travaillaient dans ces services territoriaux et les usagers avaient un diagnostic de schizophrénie donné par le CAPS et devraient également, et aussi ont été faits des diagnostics et ils devaient se reconnaître ou on essayait de montrer qu'est-ce que c'était la schizophrénie. Alors, c'est des groupes focaux, des entretiens en profondeur, observations participantes, thèmes de discussion avec les usagers, antécédents de la maladie, moment de la crise, réhabilitation et rétablissement, diagnostic, traitement et relations avec les services qui sont les CAPS et avec les psychiatres, comment ils constituent le diagnostic, le pronostic et le traitement. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé dans les résultats du point de vue des usagers? Alors, je vais lire certaines narratives et les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Donc, la première narrative, j'ai demandé, qu'est-ce que j'ai? Alors, toi, tu es schizophrène. Alors, l'un des aspects que l'on aperçoit, le diagnostic impose une identité à partir de la maladie. Donc, un autre fragment de cette narrative que nous avons recueilli, la schizophrénie, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et le modérateur dit, on vous a déjà dit ça, la schizophrénie, est-ce qu'on vous a déjà parlé de ça? Non, on ne parle pas de ça. J'ai une carte plastifiée et je dois l'avoir tout le temps. Et ce nom est écrit là-bas? Oui. Donc, le diagnostic, il n'y a pas un dialogue avec l'expérience que ces gens vivent et qui est nommé par le domaine scientifique avec ce diagnostic de schizophrénie. Donc, elle n'attribue un sens à son propre traitement. Alors, un autre narration, jusqu'à maintenant, le médecin n'a pas défini. La première chose que le médecin m'a dit, il m'a dit que j'avais la schizophrénie. Un autre médecin a dit que j'avais un trouble mental et l'autre que j'étais malade mentale. Donc, l'étiquette diagnostique, elle dialogue peu avec la préoccupation que l'usager a lorsqu'il se voit devant cette expérience de maladie. Alors, par rapport aux psychiatres, nous avons étudié les psychiatres qui étaient dans ce service communautaire qui ont ce défi. Et ce que j'ai choisi ici, comment les psychiatres vivent de façon conflictante les diagnostics qu'ils ont. Donc, par ailleurs, il y a de la propre schizophrénie une perspective très négative qui empêche la construction, qui permet de relever ce défi. Donc, sur le diagnostic. Mais ça, ce n'est pas dans le CID. Mais je pense, si on peut retirer la médication et il peut vivre bien, alors on va penser, il n'est pas schizophrène. Donc, on refait le diagnostic, notre tête
fonctionne comme ça. La chronicité de la schizophrénie fonctionne elle-même comme un critère de diagnostic. Lorsque le patient a ce diagnostic, c'est comme s'il n'a pas une perspective de pouvoir surmonter les problèmes qui viennent avec ce qu'on appelle de schizophrénie, ce qu'on appelle schizophrénie. Donc, et il faut avoir un certain... je pense à certains patients où la doute a persisté. Je pense que non, je ne suis pas schizophrène. Je pense qu'on est en train de faire en sorte que ça ne soit pas ça. Alors, le diagnostic de la schizophrénie, quand elle est donnée, il vient avec une prévision d'une pronostic très défavorable. Et cela, enfin, ne permet pas sur ce qu'on devrait traiter, en fait, et ce qu'on devrait aider à faire. Alors, du point de vue du psychiatre, la forme de penser, la force de se soigner, indépendamment du diagnostic. Je pense que le diagnostic n'est pas pour que je sache comment je vais me traiter, où est-ce que je suis en train d'aller. Tu comprends? Le diagnostic dans le contexte de la pratique clinique du CAPS, qui a une importance, est une bonne importance pragmatique et aide peu le psychiatre à établir une connexion avec l'expérience vécue par l'usager. Alors, je tente à trouver que c'est une chose très subtile. C'est quelque chose qui s'en va, qui fuit, et on peut écrire mille et une possibilités de synthétisme, une manière de parler, une manière d'utiliser les mots. Je ne saurais pas dire. C'est quelque chose de plus subjectif qui est dans une certaine être de l'individu, dans son contexte de vie, et qui n'est pas un symptôme si clair qu'il apparaisse dans sa manière de parler, dans la forme. Donc, dans le processus de diagnostic, il est peu reconnu dans cet outil qu'on utilise pour la construction du diagnostic. Elle n'est pas très pertinente. Elle n'aide pas beaucoup. Alors, quelles sont les réflexions sur les résultats? Et ce sont ces réflexions c'est un grand défi pour qui veut construire une autre pratique de soins, de traitement. Alors, les constructions de narratives des usagers ne produisent aucun effet sur les constructions narratives des psychiatres. Il n'y a pas une narrative qui est hybride, qui intègre les outils que nous utilisons avec la narrative et l'expérience des usagers. Alors, il y a une question ouverte, reste une question ouverte. Comment est-ce que nous allons produire une connaissance et une pratique qui puisse intégrer ces deux perspectives, la perspective de celui qui soigne et la perspective de l'usager? Et c'est la question pour le débat. Comment est-ce que nous allons surmonter ces obstacles qui est une narrative hybride qui pourrait combiner ces deux points de vue pour produire un renouvellement des pratiques? Merci beaucoup. Maintenant, on va laisser la parole à Christine Sylvestre, qui est infirmière en santé mentale dans le réseau public depuis 20 ans et qui est aussi candidate au doctorat, membre de la RUP, candidate au doctorat en sciences humaines appliquées à l'Université de Montréal. Vous allez pouvoir en savoir un peu plus, mais Christine a toujours cherché à créer des espaces de parole avec les personnes qu'elle côtoie. Bonjour tout le monde. Bom dia a todos. Voilà. Je suis pas très techno, alors eu não sou muito tecnológica, eu vou me adaptar a l'environnement un peu plus esse ambiente mais tecnológico. Como eu não tenho muito tempo, eu vou fazer isso rapidamente. Le sujet, en tout cas, moi, ce que j'en ai compris, c'est beaucoup d'essayer de faire des liens avec la pratique. Donc, le thème de ma courte présentation est quand même très vaste. Donc, le souci que j'en ai, c'est plus de donner des pistes de réflexion. Voilà. Alors, le titre, c'est « Quelle place pour la parole et le vécu religieux spirituel des personnes vivant l'expérience de la psychose dans l'espace public d'un Québec laïque ».
Ici, ce que je vous ai, la deuxième, c'était un petit peu pour vous situer par rapport à la recherche que je suis en train de travailler actuellement, qui est sur l'expérience spirituelle comme possible processus de réancrage à soi et aux autres pour les personnes atteintes de psychose. Mais comme je dis, c'est vraiment une partie très pointue qu'on va regarder aujourd'hui. C'est un peu réducteur, mais quand même. Nós vamos reduzir pouco, mas é uma parte importante. Et je suis encore dans l'analyse. E eu ainda estou analisando, eu não estou ainda na etapa dos resultados. Pour ceux qui sont d'autres régions du monde, je vais juste vous faire un petit résumé, encore une fois, du contexte québécois qu'on a ici. Jusque dans les années 50, le Québec était vraiment une société inféodée, et le mot n'est pas trop fort, par ses institutions religieuses catholiques, dont l'influence et le pouvoir balayaient vraiment toutes les sphères de la vie, tant publique et privée. Depuis les années 60, de nombreux et profonds bouleversements ont modifié le rapport aux religieux, bouleversements qui ont été exacerbés par les récents débats. Je pense que personne n'y a échappé, entourant la charte de la laïcité et les accommodements raisonnables. L'expérience de la religion et la spiritualité est vraiment vécue dans une société qui a développé un rapport très complexe, souvent polarisé entre le religieux et la laïcité, rapport qui naturellement va avoir un impact quant au regard porté sur le phénomène religieux et la place pour ce type de parole et d'expérience dans notre société. Les recherches visant à mieux comprendre les effets bénéfiques de la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui est très récent. Je pense qu'on peut dire facilement qu'il y a 5 ans, 10 ans, toutes les recherches au niveau de la religion et de la spiritualité étaient vraiment centrées au niveau plus de l'aspect pathologique, les délires religieux, tout ce qui touchait à la religion, c'était presque dangereux. Puis il y avait même certaines études qui sont réelles, qui disaient que les gens, si c'était un délire de type religieux, il y avait encore plus un risque de passage à l'acte. Il y avait un aspect aussi de dangerosité qui était relié au délire religieux. Et ce que j'ai pu noter, moi, en étant infirmière depuis de nombreuses années, en ayant travaillé dans différents milieux de pratique, comment parler de spiritualité et de religion était pour plusieurs intervenants et plusieurs, je dirais, la majorité par moment, une zone très risquée, un sujet tabou parler de spiritualité et religion. Puis même ce qui circulait, c'est que si on parlait de ça, on pouvait même amener les gens à vivre une crise psychotique, à décompenser. Donc, il ne fallait pas aborder ce sujet-là, vraiment pas. Même lorsque j'ai fait mes démarches de recrutement pour ma recherche, c'était quelque chose qui était assez... j'ai eu de la difficulté. Puis j'ai aussi senti une hésitation, un certain malaise de la part des organismes communautaires que j'ai contactés, une certaine réserve même pour ces croyances qui sont beaucoup reliées au domaine du personnel, du privé, puis un sujet aussi qu'on ose plus ou moins aborder en groupe, un peu comme la politique. La religion, bon, on avait peur que ça crée des tensions. Pour commencer, c'est ça. Moi, je vais beaucoup... le cœur de ma recherche, c'est vraiment la narration, ce que les gens m'en disent. Je vais vraiment... j'ai choisi certains extraits qui étaient pour moi... trechos que eram para mim significatifs par rapport aux propos d'aujourd'hui, mais ils le sont. Et une des choses que je voulais rapporter, c'est l'accueil de cette parole-là dans le réseau, dans ce que certaines personnes m'en ont dit. Je vais le lire. Je ne crois pas qu'un psychiatre ou un psychologue ou n'importe qui professionnel dans ce domaine va me parler de spiritualité face à ma guérison. Fait que je pense que ça m'appartient vraiment à moi. C'est à moi de l'incorporer. Puis ça se mélange
mélange pas, que j'ai l'impression. Et aussi, cette personne disait qu'elle avait peur du jugement, ce qui faisait qu'elle n'en parlait pas. L'autre personne nommait la psychiatrie, quand on vient te parler du bon Dieu, ils n'ont pas le droit. Elle, pour elle, il n'y avait carrément pas le droit de parler ça. Donc, pour elle, elle disait, bien, en sachant ça, j'ai jamais osé aborder ce sujet-là avec eux autres. Et une autre dame qui nommait qu'elle en avait parlé avec un intervenant, mais l'intervenant, il a dit, écoute, ça, c'est pas mon domaine, va voir un prêtre. Mais elle disait, bien, moi, je ne veux pas aller voir un prêtre parce que j'ai peur de me faire endoctriner, je me sens fragile. Elle se retrouvait un peu comme seule à faire ce travail-là sur sa spiritualité, alors que ça aurait été quelque chose d'important pour elle. Comment on fait pour apparaître les petits trucs en bas? Ça apparaît pas, hein? En tout cas, c'est pas grave. C'est parce que les notes en bas, ça apparaît pas. Non, c'est ça que ça apparaît pas, c'est dans ton texte. Ah, bon. Ah, d'accord. Alors, je pensais que ça apparaissait là. Ils sont pas là. Je le saurai pour la prochaine fois. Ah, d'accord. Bon, mais excusez. Pour ce qui est du concept de la spiritualité, c'est ce que j'ai remarqué dans la petite note en bas, c'est vraiment le concept de la spiritualité qui est ressorti beaucoup plus. Celui de la religion est vraiment davantage associé à tout ce qui est un peu les dogmes, la culpabilité. Il y a quelque chose de plus clos, de plus fermé dans la religion, alors que la spiritualité, il y a davantage d'ouverture à comment moi je peux le définir. Donc, ce que les gens en ont nommé par rapport à la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui se nommait pas. Souvent, les gens me disaient, moi, je ne peux pas le nommer. C'est quelque chose qui se ressent. C'est quelque chose de l'intérieur. Donc, il n'y a pas de mots pour décrire quelque chose qu'on ressent. C'est un peu, c'est ça. C'est difficile de mettre un mot sur quelque chose qui se fait finalement. É difícil pôr uma palavra numa coisa que a gente vive. C'est pas Allah, c'est pas Bouddha, não é Allah, não é Buda, si não é... ça te parle, puis si ça te fait du bien, se você choisis te faz bem, então escolha essa forma. Pour ce qui est de... Parce que ce que je voulais faire ressortir aujourd'hui... O que eu também queria mostrar hoje com relação à prática, o que é nocivo com relação à religião. Parle plus fort. Voilà, ça devrait aller mieux. Est-ce que c'est mieux? Bon. Qu'est-ce qui est nuisible, donc, qu'est-ce qui est aidant? Ce que je trouvais, ce que les gens aussi m'ont dit, c'est que c'était pas tant la religion ou la spiritualité qui avait été nuisible dans leur vie, mais beaucoup plus tout ce qui était de l'ordre des traumas, de leur enfance. Même certaines personnes, c'était le passage à travers certaines hospitalisations, traitements qu'ils avaient reçus, qui ont été aussi une forme de trauma, beaucoup plus que la religion et la spiritualité a pu l'être dans leur vie. Une des personnes qui était excessivement croyante, elle, c'est ça, elle disait que d'avoir vécu durant sa psychose une relation tellement intime avec Dieu, était vraiment en symbiose avec la religion, avec Dieu, que de refaire, de reprendre une distance, c'était quelque chose qui était très souffrant, puis en même temps de reprendre contact avec sa spiritualité. C'était très difficile parce que ça l'avait vraiment amené dans une zone très loin par rapport com relação ao que ela vivia. J'ai parlé 4 minutes. Et naturellement, pour tous ceux qui ont vécu au Québec, l'aspect punitif, c'était vraiment, il y en a une participante, c'est ce qu'elle nommait que tout était péché, nous, au Québec avant. C'était vraiment une religion dogmatique pour plusieurs personnes. Je ne sais pas que ça l'était juste ça, mais de se sentir sale, de sentir qu'on était puni par les dieux. Quoi qu'on fasse, on était toujours dans le péché. Si on pensait, un peu trop, on était dans le péché. C'était vraiment l'Église qui nous disait quoi penser, comment vivre. E aussi pour plusieurs personnes, muitas pessoas era ter modelo que é inatingível, que Deus é perfeito e esse conceito trazia também uma perda de controle com a realidade. Se eu quero me parecer com Deus, eu me perco aí dentro. E comment, par moment, quand on est profondément dans la psychose, comment Dieu, la lumière de Dieu, a luz de Deus,
pessoas falavam isso para mim, como é que eles a gente está num lugar tão negro que Deus não pode mais chegar perto da gente. Eu estava como no inferno. Quando você vai no inferno, você perde, você não vê mais Deus. Deus não está mais aí para você. Eu tinha a impressão que todo mundo na Terra tinha acesso a Deus, que Deus, o Jesus Cristo, existia para eles, está lá para eles, mas não para mim. Ela tinha inveja de todo mundo. Porque eu me dizia, eles, quando eles vão morrer, eles vão estar em paz, mas eu tinha a impressão que mesmo que eu morresse, isso não pararia nunca. Então, essa perda de contato com Deus é um sofrimento, a gente não vê mais Deus contar nessa escuridão toda. Então, para os aspectos positivos, tem vários, inúmeros, então tem a questão da confiança e da esperança. Tem alguma impressão de ser escolhido por Deus, que achava que era como mágico. Eu vou dizer Ave Maria, e eu rezo Ave Maria, eu estou melhor depois disso. Então, não fazer nada, eu não faço nada e eu vou só rezar uma Ave Maria e dá tudo certo. Então, quando a gente está nessa escuridão, essa fé que permite atravessar, de sobreviver, porque tem essa fé que persiste. Então, o que era muito importante é o fato para várias pessoas que vivem isso, que vivem sozinhas e que não gostam de estar com outras pessoas e que não são ligadas a outras pessoas, de se sentir acompanhado, porque as pessoas sentem que tem alguém com eles, que tem uma força em algum lugar, e eu não estou sozinha. E dizer, bom, Deus está aí, então eu permito fazer passos, eu posso avançar na minha vida. E com relação à psicologia e com relação à medicina, a espiritualidade é alguma coisa de infinito. Então, eu posso ir aí fundo, eu tenho a eternidade para viver isso, o tempo terrestre que a gente tem que estar com pressa. Eu tenho realmente todo o tempo. O último que me dizia, ele vai me esperar, eu tenho algumas coisas a resolver, mas Deus está aí, Ele vai me esperar. E quando eu estarei pronto, eu vou estar resolvendo as minhas coisas, daí eu vou encontrar Deus novamente. É porque quando a gente está na doença, a gente está em um espaço limitado e com Deus a gente tem um espaço mais amplo. Então, tem realmente a busca de ultrapassar a si mesmo. Ça amène un dépassement. Je veux juste finir. Então, eu vou só acabar. Ça amène vraiment un dépassement. Então, realmente a gente se ultrapassar a si mesmo, de fazer parte da obra de Deus e de ir para alguma coisa. E a última, que é muito importante, é que ao longo do que a doença, a psicose trouxe, todas as experiências de vida é realmente uma visão transformada das suas crenças, era uma visão um pouco com o Deus que vai se vingar tem que ir à missa, enfim, é preciso a gente precisa de ter pecado, então um monte de pecado. Há uma visão onde a psicose era um novo estado de consciência, uma visão renovada, e a pessoa me dizia que para mim me deixa o livre-arbítrio, eu que faço a minha parte de luz e a minha parte de negro. Muito obrigada. Merci. On va passer à notre dernière présentation avant de passer à la période de questions. Je vous présente Lorena Guerini, qui est psychologue de formation et qui nous parlera de son projet de maîtrise qu'elle a réalisé à l'Université fédérale de Fluminense, dans l'État de Rio de Janeiro, sous la direction d'Eduardo Passos, qui devait être avec nous ce matin et qui n'a pas pu être là. Bom dia a todos. Bonjour à tous. Alors, je viens partager avec vous l'expérience de travail que nous avons eue avec la gestion autonome de la médication que nous avons apporté du Canada au Canada du Brésil. À l'université, nous avons utilisé ce guide
pour une recherche intervention participative et qui a inclus la participation des chercheurs de l'université, chercheurs des travailleurs, des usagers et de la famille. Et je vais parler de ces groupes, comment ça a été. Alors, nous avons utilisé ce guide dans le contexte brésilien qui est de la réforme psychiatrique, le préambule que Herotilde a déjà fait, qui raconte un peu ce changement de modèle. Aujourd'hui, nous vivons la sortie d'un système à l'hôpital qui était celui qui donnait l'organisation, et maintenant nous allons vers des services communautaires en réseau qui agissent sur le territoire et qui travaille avec ses usagers. Donc, on sort d'un système qui est le médecin exercer beaucoup d'influence et on fait un modèle, on passe vers un modèle qui a une multi-équipe de professionnels, qui a plusieurs perspectives dans les soins et non seulement le savoir du médecin. Donc, il y a tout ce changement au centre de ce processus politique lorsqu'on sort de la dictature civile-militaire. Donc, notre constitution démocratique date de 1988 et en 1990, les politiques de santé mentale commencent à être développées et notre système unique de santé, que notre système public. Herotilde a montré donc les cartes où la croissance de notre réseau communautaire à partir de la mise en œuvre de la loi psychiatrique en 2001 et à partir de 2002, nous avions 424 CAPS et 51 393 lits psychiatriques. En 2011, nous avons 1650 CAPS. C'est vraiment une grande croissance de ces centres communautaires et 32 680. Donc, une grosse chute. Donc, nous avons des hôpitaux psychiatriques au Brésil dans une situation très précaire. On n'a pas réussi à les fermer tous, mais nous avons donc diminué ces lits et avoir d'autres services dans les mêmes territoires. Donc, c'est une situation problème qui nous mène à adopter GAM au Brésil. Nous avons identifié un point mort. Alors, nous avons démocratisé certaines pratiques en santé. Nous réussissons à construire les projets thérapeutiques singuliers collectivement qui comptent avec le point de vue des professionnels, de la famille. Nous réussissons à avoir des stratégies d'autonomie, de gestion de budget, mais il y a un aspect du traitement que nous n'avons pas réussi à négocier, c'est la prescription des médicaments qui, la plupart du temps, qui compte surtout avec le psychiatre, qui compte sur le psychiatre. Donc, nous apercevons aussi que l'utilisation prioritaire des médicaments Alors, des usagers, chez les usagers, la seule façon de traitement est le médicament. Donc, les usagers vont seulement consulter le psychiatre parce que ces usagers ont des troubles mentaux et devraient avoir un suivi d'autres services. Et bien souvent, ce n'est pas possible. Et la famille n'est pas présente au moment de la décision sur la médication. Donc, il faut une gestion individuelle et solitaire parce qu'ils ne peuvent pas dialoguer avec les psychiatres et les autres professionnels. Donc, comme nous avons remarqué ce problème, on a commencé ce projet en partenariat avec les universités UF, UFRJ, Unicamp et UF, alors c'est Rio de Janeiro, São Paulo et Rio Grande do Sul. Et nos domaines sont
c'est à São Pedro de Aldeia, où nous travaillons à l'État de Rio de Janeiro. Voilà où nous sommes. Ça, c'est l'État de Rio de Janeiro et la région où nous travaillons est en marron clair en bas. C'est la région Baixada Litorânea. Voilà, on part du point A à São Pedro B, donc ce 215 km. Et il y a des conséquences parce que São Pedro d'Aldeia est distant des grands centres. C'est une région qui manque de ressources, qui est abandonnée par les politiques publiques. Donc, qu'est-ce qui se passe à São Pedro de Aldeia? On commence à travailler dans un CAPS qui est le seul de la région et nous avons créé 2 groupes GAM, un groupe d'intervention avec les usagers et un groupe d'intervention avec la famille. Et alors, c'est des groupes hétérogènes qui ont des rechercheurs, des travailleurs et des usagers. Dans l'autre groupe, travailleurs, chercheurs et membres de la famille, on le faisait une fois par semaine avec la durée de 2 heures, lecture et discussion du guide GAM. Donc, cette utilisation du guide est liée à une façon de faire que nous disons co-gestion. C'est-à-dire, c'est un objectif de Alors, qu'est-ce qu'on pense? On pense en fait qu'on part du présupposé qu'un groupe, ce n'est pas suffisant de réunir des personnes dans une salle pour former un groupe. Pour former un groupe, il faut que ces gens se reconnaissent en tant que groupe et qu'elles fonctionnent en tant que groupe. Qu'est-ce que ça signifie? Au début, comme on s'aperçoit, moi j'étais coordinatrice d'un groupe, tout le groupe, lorsque quelqu'un voulait parler, alors, s'il vous plaît, Lorraine, est-ce que je peux dire telle chose? Oui. Alors, le groupe doit décider si tu peux parler ou pas. Donc, les personnes, petit à petit, la gestion de ce groupe donc n'est plus de ma responsabilité, mais la responsabilité du groupe tout au long de 10 rencontres. Ne se tournait plus vers moi pour dire, Lorraine, est-ce que je peux parler? Déjà, elle parlait comme un groupe. Les personnes, les interventions n'étaient pas faites seulement par moi, mais les usagers intervenaient également dans leur intervention. Et puis, et nous pensons que cette façon de fonctionner, elle permet quand ce groupe est co-responsable avec les autres et aussi par le traitement en santé mentale. Donc ça c'est une autonomie collective qui s'installe et c'est une façon d'indépendance. L'autonomie est également pour nous et liée à la croissance des liens, aux relations. Elle est plus autonome quand elle peut compter sur d'autres personnes, sur d'autres espaces, d'autres services pour qu'elle puisse ainsi résoudre les questions de sa vie quotidienne, pas tout seul, mais avoir un réseau. C'est ça qu'on appelle une autonomie collective. Donc, ce groupe d'intervention avec les usagers, c'était 27 rencontres. Avec les membres de la famille, c'était 90 rencontres, mais je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi. Donc, nous avons fait, ces groupes ont géré des effets outre l'espace du groupe. Donc, on a vu une série de problèmes qui concernaient le fonctionnement du CAPS et de tout le réseau de santé mentale de la municipalité. Nous avons fait à partir de... On a relevé la ligne de traitement qui était faite était offerte à São Pedro de Aldeia. Nous, les chercheurs, nous avons connu les services. Alors, il y a un CAPS, il y a les premiers soins, il y a une résidence thérapeutique et une urgence. Donc, on a connu ces services et nous avons identifié les problèmes dont les travailleurs nous parlaient déjà. Et nous avons donc, en retour avec ces travailleurs, nous en avons parlé. Alors, je suis vraiment en retard, là.
Alors, ils ont dit qu'ils avaient besoin d'aide et qu'ils avaient dit que le réseau de santé mentale avait beaucoup de problèmes et ils nous ont demandé de l'aide. Donc, nous avons commencé notre travail. Nous avons donc appuyé ce réseau de São Pedro d'Aldeia. Alors, c'est un appui institutionnel. C'est un sujet qui intervient dans le processus de travail collectif et les aide dans les tâches de qualifier leur offre clinique et de santé publique et amplifier donc le niveau de groupabilité d'autre part. Donc, tous les problèmes que nous avons identifiés dans le réseau avaient un lien avec une faible intégration des services et des professionnels. Parce que ces professionnels avaient des conditions de travail très précaires, ils avaient besoin de travailler dans plusieurs endroits en même temps pour pouvoir, par exemple, pour pouvoir payer leurs propres factures parce qu'ils n'avaient un salaire très bas. Donc, tout ça avait représenté une surcharge parce qu'ils travaillaient individuellement. Ils travaillaient. Et si on travaille tout seul, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ces travailleurs nous ont demandé un appui institutionnel et nous avons commencé ce travail qui avait trois axes, un appui matriciel. Ça s'appelle comme ça parce qu'on a une matrice théorique qui est la matrice GAM. Ce sont les outils que nous avons développés par rapport au travail avec GAM. Alors, c'était des rencontres tous les 15 jours où les chercheurs se réunissaient avec 3 travailleurs, 2 usagers, 2 membres de la famille. Donc, quel était l'objectif? Dans ces réunions, les chercheurs, nous sortons des groupes d'intervention avec les usagers et les familles. Les chercheurs étaient dans ces 2 groupes et pour sortir de ces groupes, et pour que les groupes ne terminent pas parce que nous sommes sortis, parce qu'il y avait ce risque, les conditions étaient précaires. Nous avons construit avec ces travailleurs cet appui. Et le groupe a élu 2 moniteurs pour aider les travailleurs dans la coordination des groupes, 2 moniteurs et 2 moniteurs pour la famille. Donc, ces espaces d'appui matriciel, on a fait ça sans la présence des chercheurs de l'université. Donc, ça a permis la continuité du groupe et ça continue jusqu'à maintenant. Nous avons appuyé la construction d'associations de membres de la famille et usagers qui avaient des problèmes à résoudre aussi et les travailleurs ne pouvaient pas faire ça parce qu'ils avaient peur d'être renvoyés parce qu'ils avaient déjà des conditions de travail vraiment précaires. C'était très important. Si vous voulez, j'ai le blog, j'ai l'adresse du blog, Association des familles et usagers de São Pedro d'Aldeia. Alors, ils ont participé à la 10e rencontre nationale du mouvement national de la lutte anti-asile. Alors, la dernière... Alors, ces travailleurs se sont aperçus que s'ils continuent dans ces conditions sans s'organiser pour créer des stratégies collectives de partage de ces difficultés et de création de ces avenues pour sortir de cette précarisation, eh bien, le réseau succomberait. Donc, nous avons appuyé ce forum de travailleurs où nous avions fait des rencontres bimensuelles et nous avons discuté le travail du réseau. Ce dispositif a permis l'intégration et la réorganisation du réseau et a permis la cogestion et la co-responsabilité entre les équipements et ces équipes. Alors, le CAPS, le clinique de jour, les urgences et le NAVI et le NAS, c'est l'appui à la famille. Et nous avons donc relevé 10 points de discussion. Mais je suis à disposition, je ne peux pas en parler maintenant. Et j'ai des références bibliographiques. Merci. Bon, maintenant, si
vous avez des questions, vous pourrez prendre des questions de la salle. Se vocês tiverem perguntas, si vous voulez en savoir plus par rapport à vocês certains quiserem projets, saber ou mais si a vous respeito de souhaitiez alguns projetos, amener des ou réflexions se par vocês rapport à querem la fazer question alguma des reflexão pratiques. com relação à prática. Peut-être venir au micro. Moi, c'est pour Christine. Para Cristina. Donc, ma question, je l'ai notée. Eu notei a minha pergunta. J'étais pas mal intéressé par ta conférence, par ta présentation sur la spiritualité. Puis, le titre du colloque, c'est par rapport aux solidarités nouvelles. Ma question, c'est est-ce que le parcours individuel de la spiritualité des usagers en santé mentale, ça limite la participation en groupe, ou est-ce que ça peut développer de nouvelles solidarités entre les personnes qui vivent un parcours spirituel? Comme je disais, je suis encore je n'ai pas totalement terminé l'analyse de mes données, mais en même temps, un volet qui était très important pour moi, c'est tout le lien social. Justement, de voir est-ce que c'est, si je ne réponds pas à votre question, si ce n'est pas clair, vous me le direz, mais de voir si la spiritualité, c'était quelque chose qui pouvait amener à créer des liens et à développer. Moi, je dirais que j'ai vu comme un petit peu les deux. Dans un sens où, pour certaines personnes, c'était vraiment d'être chez soi, mais d'avoir développé cette spiritualité-là, ça amenait comme vers un mieux-être. Ça aidait la personne. Souvent, les gens me disaient, ça m'aide à faire la paix avec moi, ce qui me permet après d'aller vers les autres. Fait qu'il y avait un processus un petit peu en deux temps. Et ensuite, dessus, il y avait les gens qui participaient au regroupement des AA. Et pour ces personnes-là, encore une fois, à travers les rencontres de AA, c'était vraiment des lieux où là, il y avait vraiment beaucoup de discussions sur la spiritualité, et beaucoup de support, parce que tout le système des marins, parrains, fait que les AA, c'était quelque chose qui apportait énormément aux gens, dans les personnes que j'ai rencontrées, beaucoup plus que l'Église. L'Église catholique, je pense que je ne sais pas si j'en ai une personne qui a nommé que c'était un lieu où elle allait. Ça demeurait pour plusieurs personnes un lieu important, mais plus pour aller à l'Eucharistie, entendre, mais c'était plus un rôle passif que d'échange. Mais comme je dis, c'est plus en deux temps, ou d'autres personnes qui disaient, ben, je me sens accompagnée par Dieu, donc ça m'aide à aller vers d'autres personnes, ça me permet de faire des pas, parce que je me sens pas seule. Je sais pas si ça répond. Eu não estou sozinha. Isso responde? Est-ce qu'il y avait autre chose? Desculpa, a gente está sem microfone, daí eu não escuto, né? Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Mon nom est Richard Langlois, je viens de Québec, de la ville de Québec. Je suis au regroupement des organismes communautaires en santé mentale. Ma question s'adresse à l'ensemble du groupe, sauf vous. Et ça concerne votre présentation. En fait, ma question est très, très simple. C'est que je voudrais savoir comment est-ce que vous accueillez cette dimension spirituelle, ou moi, j'irais un peu plus loin encore, l'approche du sens à la vie. Dans nos interventions, dans ce qu'on fait. Et j'aimerais avoir particulièrement votre perception. Vous ne représentez pas pour moi l'ensemble des psychiatres. Vous êtes une psychiatre qu'on stigmatise souvent, les psychiatres d'ailleurs. Mais j'aimerais bien d'ailleurs avoir votre propre perception personnelle par rapport à cette dimension-là. Merci. Jean-Nicolas? Bien, rapidement, je vous dirais que une partie du terrain de recherche a été camé. Je fais partie des organismes méfiants. Donc, une partie, il y a eu un atelier qui a été fait avant pour savoir de qu'est-ce qu'on fait là. Et ça a été quelque chose,
ça fait partie d'un processus quasi émancipatoire, peut-être. Enfin, on en parle, on s'est privé de ça. La spiritualité est une dimension de l'être humain. Le rendre tabou, parce que Christine l'a bien montré au tout début, dans notre parcours, le Québec, le religieux est extrêmement important. Donc, le délire avait pris sur le religieux, c'était ça qui était là. Et là, le religieux est devenu le délire lui-même. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'était le terrain. On a mélangé les choses. Et on a mis ça de côté complètement. Pour les gens, on n'est pas rendu un organisme religieux, c'est pas un couvent, là, mais il y a enfin quelque chose dont on peut parler. Quand on revient aux voix, ça fait partie parfois du contenu, de l'explication culturelle des gens, et ça fait parfois partie de la clé pour comprendre. Donc, priver quelque chose par notre pudeur, par nos hésitations, on impose un silence à l'autre qui déploie, qui développe son système d'explication avec des éléments qui font peut-être pas partie de ce que je vis moi. Hein? Je parlais des Haïtiens, le vaudou, il y a l'aspect religieux là-dedans, il y a tout ça. Ce qui me dépasse, il ne me comprend pas, je ne dois pas imposer ma limite à l'autre. Donc, ramener que la spiritualité fait partie de la vie, l'accepter, ne pas en avoir peur, c'est une très bonne chose, autant pour l'aidant que pour l'aider. Para a pessoa que ajuda quanto para o ajudado, né? D'accord, il y a un complément de réponse. Não é. Rapidamente. Rapidement, c'est une discussion très importante au Brésil. Nous avons notre État est laïque, donc il y a une confusion entre cet État laïque. On a besoin de défendre la laïcité de l'État parce que toutes les personnes de toutes les religions doivent avoir accès aux services publics de cet État, ont le droit de vivre sans être discriminés. Donc l'État est laïque parce qu'il doit accueillir toutes les religions et non parce qu'on doit être empêché de parler de religion. Il y a une erreur de comment on pose la question au Brésil. Par exemple, on accueille des gens des religions très différentes. Alors, des catholiques, évangéliques, de candomblé, de umbanda, bouddhistes, enfin juifs. On ne peut pas se fermer à aucune perspective religieuse. Je pense que ça renforce l'aspect laïque de l'État parce que l'expérience religieuse de toute façon, ne soit pas passée sous silence de toute façon. Alors, est-ce que ma position comme psychiatre, c'est ça la question? Si. Pode ser. Je pense que la question de la religiosité est les références que nous avons de formation, qui sont les hégémoniques, ne donnent pas d'importance comme étant une ressource pour le rétablissement. Mais il y a plusieurs études qui montrent que la religiosité, comme les études qu'on a vues ici, ce sont des outils très importants pour un sens de la vie. Donc, dans ma pratique personnelle, je suis dans le groupe qui n'est pas un groupe hégémonique et qui, si le patient, dans son narrative, une religiosité, quelque chose de pertinent pour sa récupération, on le prend, on peut parler de ça. Dans le contexte, dans le traitement psychiatrique, dans ma pratique de patients qui sont partis vers le bouddhisme, le spiritisme, et ceci est une ressource. On peut le penser, est-ce qu'on doit intensifier ou non, sont dans un contexte déterminé, mais ce n'est pas un élément qui est présent
comme objet de réflexion de la pratique du psychiatre d'une façon hégémonique. Voilà, c'est un défi que nous avons. Comment penser une référence théorique qui ouvrirait un espace à la question de la formation des psychiatres qui est mon rôle, c'est une psychiatre qui forme des professionnels pour travailler avec des personnes. Donc, c'est une question pertinente. Je pense la position hégémonique est de préjuger que ça ne peut pas aider, mais il faut surmonter cet aspect-là. Je trouvais que l'ensemble des présentations de cet atelier, c'est en quelque part une démonstration, une réponse à la question que Rotildes tu as posée. C'est-à-dire, d'une certaine façon, on construit une narrative mixte. C'est comme ça que je le comprends, dans le sens qu'on est en train vraiment on a présenté des projets qui, dans l'action et dans la pratique, mettent en mouvement l'expérience des personnes. Donc, ces pratiques que nous, dans la rue, j'avais lancé l'idée de ces pratiques qui sont fondées sur l'expérience parce qu'ils se placent dans une position de non-jugement et d'écoute, alors que la gamme, par exemple, est au cœur de ces dialogues et de ces croisements des savoirs et de ces mises en confrontation et en même temps entre ce qui est les savoirs fondés sur d'autres formes d'évidence et celles de l'expérience. Ici au Québec, dans un rapport du Comité de la santé mentale du Québec, une de ces derniers rapports, parce que c'est une instance qui est disparue, c'est une instance qui servait à conseiller les ministres sur les questions de santé mentale. Il y a eu un rapport qui s'appelle « Repenser la qualité des services dans la communauté » et qui était construit à partir de la perspective des personnes et un des principes pour la transformation des pratiques qui étaient proposés, un des principes de qualité pour les services publics, c'était de créer des espaces où il était possible de s'ouvrir à des manières plurielles de comprendre l'expérience et donc à l'expérience subjective des personnes. Je trouve que peut-être pour avancer dans cette direction-là, il faut regarder où sont les lieux. Je pose pas la question, mais là, où sont ces lieux-là où effectivement cette narrative mixte est en train de se construire aujourd'hui. Et la question que je me pose, c'est, vous avez présenté d'une façon très frappante ce que cette logique du diagnostic fait aux personnes. Et on pourrait se poser qu'est-ce que cette logique du diagnostic a fait à la psychiatrie et aux psychiatres aujourd'hui en réduisant d'une certaine façon les potentiels de leur pratique. Et je me pose la question pour nous, comment est-ce qu'on peut travailler à renouveler les formations de l'ensemble des professionnels pour créer ces espaces-là. D'autres commentaires, d'autres choses à rajouter? Outras coisas a acrescentar? On pourrait terminer là-dessus. Je vous remercie. Je vais juste vous demander si vous pouviez compléter le formulaire. Un dernier commentaire? Okay. Et on est en train de vous distribuer un petit formulaire pour faire l'évaluation de l'atelier. Si vous pouvez le compléter pour le laisser à la fin. Alors, un dernier commentaire. Merci. Alors, mon prénom est Guylaine et moi, je suis une personne utilisatrice de services. Je suis de la région du Lac-Saint-Jean. Alors, je suis contente d'être parmi vous ce matin. Mon commentaire s'adresse à Madame ici, à votre droite, pour l'Assemblée. Effectivement, je trouve qu'en tant que personne qui recevons un diagnostic dans notre vie, dans notre existence, il n'est pas donné à tous d'aller chercher tous nos besoins, tout ce que nous pouvons avoir pour avoir un meilleur rétablissement. Je vais le dire.
Moi, je remercie Dieu parce que dans ma vie, j'ai pas eu de misère toute ma vie depuis que je suis haute comme 3 pommes à aller chercher mes besoins. Quand j'ai besoin, je cogne à une porte. Si on n'ouvre pas, j'ai un projet, j'ai déjà 2 autres portes en vue. Je suis une battante. Mais je sais que ma personnalité n'est pas celle de toutes les personnes qui sont aux prises avec différents diagnostics dans le grand volet de la santé mentale. Je suis une toxicomane qui a eu recours aux fraternités de narcotiques anonymes. J'en ai fait. Je suis une alcoolique anonyme. J'ai fait partie de cette fraternité. J'en ai fait. Pour nous, ce qu'on appelle ma date d'abstinence, moi, parce que j'ai arrêté les 2 substances en même temps, a daté de l'année 2000. En 2014, en fin de semaine passée, lors de l'Halloween, mon anniversaire d'abstinence est le 31 octobre. Faites-vous-en pas, c'est pas une joke. J'ai eu ma 14e année d'abstinence complète en drogue et en alcool. Ça se fait un jour à la fois. Et oui, c'est possible. Et ça, c'est une étape que moi, je tenais vraiment pour que mon rétablissement par rapport à mon diagnostic s'effectue de mieux en mieux. J'ai toujours visé aussi une tablette 0. J'ai pris la formation l'envers de la pilule. Je suis allée chercher, moi, mes outils. Mais je veux vous dire, suite à ça, j'ai travaillé toujours en collaboration avec mon pharmacien. Je n'ai jamais surconsommé de médicaments, mais je prenais vraiment mes médicaments comme il faut, comme il se devait. J'ai toujours été en psychothérapie parce que je me disais, ce n'est pas juste bon d'accumuler des médicaments, il faut aussi traiter l'âme. J'ai toujours eu une psychothérapie, un accompagnateur-accompagnatrice, psychologue homme ou femme, ou encore parfois travailleur social ou sociaux. Ils m'ont été d'un très grand recours. Maintenant, à toutes les fois que j'arrivais dans le bureau, moi, je leur disais que j'étais d'abord et avant tout une personne qui était constituée de plusieurs facettes, parce que je ne suis pas juste un diagnostic, une maladie, je suis une personne complète. Et dans mon complet, j'ai un volet spirituel. Puis moi, je ne pouvais pas faire autrement, l'écraser, pas en parler, dire qu'il n'existe pas. Alors, je l'ai toujours partagé très ouvertement et je demandais à l'intervenant s'il était à l'aise avec ça. Pas que j'allais l'écœurer à toutes les minutes puis à tous les bouts de champ, mais que de temps en temps, veut pas, certaines choses du passé que j'aurais à régler seraient en relation avec ça. Certaines choses que je m'interrogeais dans le moment présent seraient en relation avec ça. Et pour mon rétablissement dans l'avenir, je ne pouvais pas non plus me voir sans ça. Alors, est-ce que vous êtes capable de composer avec ça? Et là, la personne me le disait. Et je dois vous dire que mon médecin de famille que j'ai depuis de plus de 20 ans, parce que quand je suis bien accompagnée, je ne laisse pas mes professionnels, je les adopte pratiquement à vie. Mon médecin de famille, qui est une dame, est très ouverte à la spiritualité et nous en jasons quand on en a besoin. Mon intervenant, qui est un homme, est très à l'aise avec ça, un psychologue. On en jase quand on en a besoin. Et je me suis toujours fait entourer de gens qui étaient bien avec ce sujet-là, parce que moi, je voulais les respecter. Mais je voulais aussi être respectée afin qu'on ne me dise pas un jour, c'est pas mon domaine, je touche pas à ça. Moi, je peux pas fonctionner si on touche pas à ça. Je suis un être complet. Puis complet veut dire que je suis une fille de cœur. Fait que j'ai besoin de parler de ma spiritualité, sa vie dans mes tripes. Puis en passant, je n'ai jamais fait de psychose par rapport à Dieu ou j'ai jamais exagéré, j'ai jamais perdu les pédales. Mais il fait partie de ma vie, puis il m'aide pour mon rétablissement, puis je tiens à vous remercier. Merci. On pourrait 2 minutes, vraiment, 2 minutes. Okay. Vous présentez à Ethnie? Une brève intervention? Oh. Parce que là, on puis on présente. D'accord. Okay. Alors, OK. On a une question para Lorena. Si vous devez partir, vous pouvez partir. Je pense que je vais le dire en français. C'est juste pourquoi qu'il y a plus de groupes pour les parents que pour les usagers, de groupes gamme. Donc... Why is there more group for the parents and families than for the users? Por que a diferença, né? Tá. Vou tentar
Bon, je vais expliquer. Oui, elle va t'expliquer en portugais. Le groupe avec la famille, on a eu besoin de faire plus de rencontres parce que les membres de la famille, ils avaient honte de nous raconter les stratégies qu'ils utilisaient parce que les enfants étaient résistants, ne voulaient pas prendre leurs médicaments, alors ils avaient besoin d'agresser leurs enfants, alors ils frappaient leurs enfants pour qu'elles prennent le médicament. Donc ils mettaient le médicament dans les aliments, dans les jus de fruits, enfin. Donc ils ont besoin de plus de temps pour nous raconter ces affaires. Donc ils avaient des façons, des manières, ils ne parlaient pas beaucoup. Donc les questions du guide ne faisaient pas de sens pour eux, parce qu'ils ne nous racontaient pas ce qui se passait en réalité. Donc à notre effort, le guide est dirigé à l'usager. Son expérience de celui qui prend le médicament. Et le membre de la famille, il aide seulement à la gestion, il ne prend pas le médicament. Donc, il fallait prendre l'aspect du membre de la famille de prendre la place de l'usager. Alors, quand nous avons commencé des groupes et ils sont partis, ils ont fait autre chose. Donc, il a fallu faire un partenariat avec les travailleurs pour qu'on puisse sortir, parce que sinon, il n'y aurait pas de groupe. Voilà. Merci beaucoup pour votre patience. Obrigado por sua paciência. On va s'arrêter là-dessus. Merci. Vamos parar aqui. Obrigado. Au revoir.